Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Le 25 février 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, présidait une réunion interministérielle dans ses services dans l'optique d'apporter une solution urgente aux problèmes d'insalubrité dont fait face la capitale Yaoundé depuis quelques années. Joseph John Gouté avait alors, on s'en souvient, sollicité des différents acteurs un travail en synergie afin de redonner à la ville aux Sept Collines toute sa splendeur. À l'immédiat, doivent être engagés des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 tout l'état d'immondices, les nids de poules ainsi que l'éclairage public de la ville. Pouvait-on lire sur le compte X du chef du gouvernement. Les différentes autorités municipales de la ville et autres ministères sectoriels étaient appelés à une implémentation des solutions dans des délais très courts. L'heure n'est plus aux paroles, mais aux actes, avait martelé le Premier ministre. 3 semaines après, le spectacle est de plus en plus désolant. Rien n'a véritablement bougé. Yaoundé ploie sous les immondices. Dans certains quartiers, des ordures ont envahi trottoirs et parfois une bonne partie de la chaussée. Face à la quasi-inexistence des bacs à ordures dans certains quartiers et la disparition des services de collecte des ordures ménagères par l'entreprise installée depuis plusieurs années, dans une situation de quasi-monopole, les populations livrées à elles-mêmes n'ont pour autre choix que la chaussée ou des drains pour servir de décharge. Yaoundé et les montagnes d'immondices, qu'a-t-on fait des instructions du Premier ministre, chef du gouvernement? C'est le fait du jour, madame, monsieur. Nous accueillons ce soir Serge Pelé Onana. Bonsoir Serge, bienvenue. Bonsoir Serge à le retour, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce débat citoyen qui permet de se faire une idée de l'évolution de notre société. Monsieur Otto, merci de l'amitié que vous nous faites. Nous profiterons certainement pour remercier les forces loyalistes et justement particulièrement le BIR, bataillon d'intervention rapide, sous la conduite du chef suprême des armées, son Excellence Paul Biya, pour la libération du sous-préfet d'Idabato. Nous nous réjouissons de cette victoire, cette autre victoire de notre armée et justement de la participation de toutes les composantes de la société pour ce dénouement favorable. Et nous souhaitons un bon retour au sous-préfet auprès de sa famille. Voilà. Good evening, Dr. Hugues Couture. Bonsoir. Bonsoir Saint-Jean-Lauto, merci encore pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox et bonsoir à mes co-panélistes. Toujours un plaisir. Voilà, à côté de vous, le conseiller Vincent de Poliédé. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à mes co-panélistes. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir. Merci pour l'invitation. Voilà, Didier Imko, bonsoir. Bonsoir M. Serge-Jean-Lauto, bonsoir à mes co-débattants. Si vous me permettez, je m'adresse ce soir à 3 grands dignitaires de ce pays. Je vais commencer d'abord par le ministre de la Santé pour attirer son attention qu'il y a une menace, la menace de la peste qui plane sur toute la République à cause des multiples décharges d'ordures ménagères dans lesquelles se nourrissent les rats. Et c'est connu aujourd'hui que Yaoundé est envahi par des rats. Les rats portent des puces et des puces qui peuvent véhiculer le bacille de la peste et qui peut contaminer l'homme par des piqûres. Deuxième dignitaire, c'est le ministre des Finances. Pourquoi? Parce que le ministre des Finances, M. Motazé, a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'impôt général synthétique, qui va faire disparaître 10 taxes, parmi lesquelles la taxe d'hygiène et de salubrité et l'OTVP. C'est des taxes qui ont drainé des centaines et des centaines de millions de francs, mais malheureusement sans impact sur l'amélioration de cadre de vie des populations. Effectivement, je m'adresserai au ministre d'État, au secrétaire général de la présidence de la République. Je l'ai raté à Douala. Je profite de cette émission pour lui dire, monsieur le ministre d'État, à une certaine époque,
il y a un de vos collègues qui avait dit que les vœux du chef de l'État sont des instructions. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que les vœux du chef d'État restent des vœux, des promesses. Dans la dernière adresse du chef de l'État à la jeunesse, il y a un paragraphe dans lequel il fixe le cap du traitement des ordures ménagères, il parle du recyclage, qui est à mesure de booster l'agriculture biologique. Donc, monsieur le ministre d'État, je ne parlerai pas du Premier ministre parce que de plus en plus, on voit le ministre d'État sur le terrain. Ça justifie que l'action gouvernementale est un fiasco total. C'est pour ça que je m'adresse à M. Ferdinand Ngongo de prendre cette instruction du chef de l'État. Peut-être lui, en parlant au ministre, ils vont respecter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là? Oui. Je suis clair, non? Je veux parler, on me dit moi. J'ai dit que lui, au moins, parce que les instructions du Premier ministre ont été jetées à la poubelle. Depuis qu'il a réuni, parce que tous les maires des villes du Cameroun, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Oui, rien n'a bougé. Donc on a l'impression que le Premier ministre ne fait pas rien. Vous pensez que si le message venait du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, tel que je le vois mouvoir sur le terrain, moi je pense que le chef d'État lui-même est conscient que l'action gouvernementale est un fiasco. Donc le Premier ministre, sa parole ne tient plus. Donc lui au moins, peut-être en venant à la présidence, certains ministres auraient pu avoir peur, effectivement, engager ne serait-ce que l'option du recyclage, que nous pensons, nous tous, qu'aujourd'hui, avec des multiples contraintes qu'il faut résoudre, que peut-être c'est la solution. Ok. Je reste, vous avez ouvert le pan politique, je vais revenir plus technique. Conseil aidé. C'est votre vision à vous également, vous partagez cet avis de Didier Inkwa. L'impact des instructions, je l'ai dit, c'était le 25 février dernier, le Premier ministre demandait que des travaux, H24, qu'il y ait des travaux. Mais les images qui nous viennent de Yaoundé, ça fait de plus en plus chaud. Les immondices partout. Écoutez, ça ne passe pas le message du PM. Il ne faut pas être sorcier pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la machine gouvernementale. Écoutez, il y a des droits d'assises. C'est un décret du Premier ministre qui date de 2019 et qui précise que la Direction générale des douanes doit faire une collecte sur la base des marchandises taxables, sur les montants taxables de 5%. Et cet argent collecté, 5% reste au niveau de la douane, 95% vont au niveau du FECOM, qui se charge donc de dispatcher cet argent dans les communes. C'est 17,5% pour la commune de Yaoundé, la commune de ville de Yaoundé. 17,5% pour celle de Douala, 35% pour les capitales des régions et les autres communautés urbaines et 30% pour les autres communes d'arrondissement. Le décret d'application date de 2023 et si l'on s'en tient aux recettes, n'est-ce pas, des douanes de 2024, les douanes de notre pays ont fait 1088 milliards comme recette. Et 5% de cet argent font à peu près 54 milliards. Quand on enlève les 5%, il y a au moins une cinquantaine de milliards qu'il fallait redistribuer. Et donc à peu près 9 milliards pour la ville de Yaoundé. Je réponds à votre question maintenant. Oui. À peu près 9 milliards l'année dernière pour la seule ville de Yaoundé. 9 milliards également pour la ville de Douala. Et au terme de chaque trimestre, il devrait avoir un rapprochement des chiffres, une communication des chiffres au ministre des collectivités territoriales décentralisées. Malheureusement, de mémoire de journaliste, vous en êtes un éminent. Il n'y a pas eu, au cours de l'année 2024, le moindre rapport trimestriel, n'est-ce pas, de ce qui a été collecté au niveau de la direction des douanes, de ce qui est remonté, de ce qui a été redistribué. Il y a de cela moins de 2 semaines, le ministre de l'Habitat a attribué un marché de collecte des ordures et de leur traitement pour les villes de Bangou et de Baganté, 65 millions de francs. C'est-à-dire que pendant que le Premier ministre donne les consignes pour que Yaoundé
soit nettoyé, un ministre de la capitale octroie plutôt un marché pour les villes de Baranté et de Bazou pour l'enlèvement des ordures. Pour faire simple, en réalité, on a comme l'impression, et c'est là où je vais rejoindre Yim, que le Premier ministre, en réalité, tout est fait pour que son travail ne se voit pas. Écoutez, 9 milliards pour une ville comme Yaoundé, qu'est-ce qui empêcherait qu'elle soit propre? Qu'est-ce qui empêcherait, puisque tout cet argent est collecté à la source et il est disponible, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, évidemment, c'est l'impression qui se dégage qu'au niveau du RDPC, ils ont fait leur choix de ne pas respecter un certain nombre de consignes pour le bien-être des Camerounais. Parce qu'en réalité, que ces ordures soient enlevées et traitées, c'est les Camerounais qui en profiteraient. Il y aurait moins de rats. Nous ne serons pas sous la menace de la peste. Parce que des dispositions ont été prises. Vous savez, la ville de Yaoundé, elle recevait à peu près 4,7 milliards de la part de l'État comme contribution à l'enlèvement des ordures. Et 15% devait être payé par la commune elle-même. Mais quand on se retrouve à 9 milliards, qu'est-ce que la ville de Yaoundé ne peut pas être propre? Qu'est-ce que ces responsables ne peuvent pas faire pour rendre la ville propre? Donc, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas ces moyens. Et où vont donc ces moyens? Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Il y a les moyens. Je ne voudrais pas penser que le maire de la ville de Yaoundé ait pu avoir les 9 milliards l'année dernière et qu'il n'ait pas fait l'enlèvement des ordures. J'ai la faiblesse de ne pas le penser. Parce que si je m'en tiens à ce qu'on a entendu du maire de la ville de Douala pendant la dernière session de conseil, ce n'était pas ça. C'est-à-dire qu'il continuait à attendre. Et en réalité, on ne parlait même pas des droits d'assises parce que on a conditionné l'attribution du quota à la présentation d'un plan de gestion des ordures. Alors, la plupart de nos mairies ne sont même pas outillées pour faire des plans. Mais, pour ce qui est de la mairie de Douala 3e, lors du dernier conseil, il y a eu un plan qui a été présenté, n'est-ce pas? Je suppose que ces plans-là existent dans toutes les mairies et que, en principe, c'est tout simplement un problème de financement. Parce que s'il y avait eu ces financements, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et donc, qu'au niveau de la ville de Yaoundé, le Premier ministre soit obligé de rassembler les autorités locales pour leur dire mettez-nous la propriété parce que cette ville, c'est la capitale de notre pays. Et que 3 semaines après, nous en soyons toujours à la case de départ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, Serge Pélé-Onana, le Premier ministre, c'était le 25 février. 3 semaines après, il a demandé que soient engagés des travaux d'urgence pour traiter 24 heures sur 24 les ordures, les tas d'immondices, les nids de poules, l'éclairage public. Mais, constat est là, rien n'a véritablement bougé. Restons sur le cas des ordures. Pour vous, c'est quoi le problème? Alors, le problème est à 2 niveaux, M. Otou. Je ne partage pas déjà l'avis de mes 2 prédécesseurs quand ils laissent croire que le Premier ministre n'aurait pas autorité sur ses collaborateurs. Ce n'est pas vrai. Je dois vous rappeler que le Premier ministre est quand même la 2e personnalité de l'exécutif de notre pays. C'est quelqu'un qui a l'information et il ne vous échappe pas qu'il est à sa 6e année à la tête de la primature. C'est un record dans l'histoire de ce poste dans notre pays. Ça veut dire qu'il maîtrise très bien les dossiers qu'il confère ou alors qu'il confie, n'est-ce pas, à ses collaborateurs à divers niveaux. Et ne perdez pas de vue qu'il est quand même celui qui est chargé d'exécuter la politique de la nation définie par le chef de l'État. Ça veut dire que lorsqu'il y a des résultats défavorables sur le terrain, il fait partie des fusibles qui subissent, n'est-ce pas, ou alors qui devraient subir l'échec observé. Donc il est dans son rôle, lorsqu'il frappe la main sur la table, comme il a fait, pour rappeler à l'ordre, et lorsqu'il donne un délai, tel que vous l'avez rappelé, c'est justement parce qu'il sait que il y a des moyens, il y a des capacités pour produire le résultat.
Sinon, il ne fixerait pas un délai aussi court. Parce qu'il a la bonne information, mieux que nous tous sur ce plateau. Donc, c'est la première chose que je voudrais lever très rapidement. Et vous rappeler également que, et là je vais amorcer sur le premier problème qui fait que ça coince. Il y a d'abord un souci aujourd'hui de capacité des contractuels, des opérateurs contractuels, principalement Isacam, dans justement la collecte des déchets au Cameroun. Il vous rappelle, il vous souvient que si je reste dans le cas de la ville de Yaoundé, on va laisser Douala de côté, même si les consignes ont été données de façon similaire pour les deux grandes métropoles. Mais si nous restons à Yaoundé, vous allez observer que par jour, on a en moyenne 2600 tonnes qui sont produites. Voilà, dans les ménages. Voilà. Et ce qui n'est pas vrai. Voilà. On a minimisé ou bien oui, il n'y a plus que ça? Oui. Voilà. Oui, il n'y a plus que ça. Or, on recouvre ça, c'est dans le chiffre officiel. Oui, parce qu'on a triché sur les données démographiques pour des raisons politiques. Voilà. Or, la quantité collectée par Isacam, si je reste sur Isacam, s'élève à peu près 1200 tonnes. Donc, ça veut dire qu'on est loin de la moitié. Le reste, c'est dans la nature. Ça veut donc dire que il faut revoir les termes du contrat. Et pourquoi s'obstiner à avoir un seul ou deux opérateurs? Voilà. Il faut ouvrir. On ne sait pas pourquoi jusqu'ici on s'est cantonné sur Isacam. Il y a possibilité d'ouvrir ce secteur d'activité à la concurrence, ce qui mettrait la pression sur Isacam. Parce que imaginez-vous, monsieur Otto, un seul instant que chaque mairie d'arrondissement dispose d'un partenaire pour la collecte des déchets dans cette ville-là. Mais il y a des mairies d'arrondissement Yaoundé qui ont essayé ça. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? On doit quitter de ce logiciel, monsieur Otto, où il y aurait une super mairie qui serait capable de faire ce que les autres mairies qui sont des mairies d'arrondissement ne peuvent pas faire. Non, nous pensons que il faut aller plutôt vers une division du travail. On l'a vu dans l'histoire, que la division du travail produit la performance. Pourquoi rester cantonné, n'est-ce pas, à un seul opérateur? Nous pensons qu'il faut ouvrir le secteur à plusieurs opérateurs qui pourraient donc amener chaque arrondissement de la ville de manière très simple à avoir la propreté au sein de son arrondissement. Donc ça, c'est le premier problème qu'il faut très rapidement lever en se souvenant que Isacam est peut-être dépassé par les événements parce que le contexte démographique n'est plus le même. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui qui font que Isacam, qui peut-être travaillait mieux hier, ne peut plus le faire aujourd'hui. On ouvre le secteur tout simplement à d'autres partenaires qui peuvent justement faire l'affaire. On peut même aller plus loin, monsieur Otto. Pourquoi ne pas imaginer une régie dans chaque mairie d'arrondissement, une régie déléguée, avec une régie centrale au niveau de la super mairie, en charge des questions de salubrité et d'hygiène dans la ville? C'est disponible. Ça permettrait de créer des emplois à la jeunesse camerounaise. Il y a beaucoup de jeunes là qui cherchent quoi faire à la maison. Alors, des régies, on voit comment la régie de Temla Conteneur, dans le domaine portuaire aujourd'hui, paye. Alors qu'on avait laissé croire pendant longtemps qu'il n'y a qu'un privé pour y arriver. Donc ça, c'est le premier problème qu'on peut très rapidement résoudre, l'ouverture de l'activité. Deuxième problème, et là nous allons embrayer sur la mentalité des citoyens eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas l'évacuer, monsieur Otto. Nous savons très bien. Je vais vous faire jeter la pierre sur les citoyens, les pauvres citoyens. Non, c'est une responsabilité collective, monsieur Otto. Oui. Parce que le citoyen lui-même doit participer. Monsieur Imka a dit tout à l'heure qu'il y a l'économie séculaire, c'est-à-dire que le recyclage. Ouais. Est-ce que vous savez que dans les économies, et j'entendais le docteur le dire en début d'émission, juste avant les démarrages d'émission, dans l'organisation justement de cette économie circulaire, vous allez vous rendre compte que le décollage, c'est au niveau des ménages. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous produisez des déchets à la maison, vous ne les amassez pas en vrac et allez les déposer vers le bac à ordures. L'économie circulaire commence à la maison. Ça veut dire que les déchets plastiques ont un conditionnement précis. Les déchets en verre ont leur conditionnement ou alors leur espace de stockage. Les déchets papier, ainsi de suite, de manière à ce que lorsque la collecte au niveau de la mairie se fait, il y a déjà une répartition des déchets.
Et cette répartition va se poursuivre donc plus facilement en identifiant quels sont les déchets recyclables, qu'est-ce qu'on ne peut pas recycler. Ça veut donc dire qu'il y a une participation des ménages, des populations elles-mêmes dans l'affaire. Et puis la responsabilité mentale se situe à quel niveau? Je me souviens encore de ce camarade, ce jeune Camerounais citoyen avec qui j'ai pris un taxi une fois et qui, après avoir fini de manger une banane, monsieur autour, l'a balancé sur la chaussée en estimant que... Et je me suis d'abord étonné, j'ai dit, mais mon frère, pourquoi vous attendez même qu'on arrive quelque part, il y a des bacs qui sont installés de part et d'autre. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, ils sont là pour ça. Ceux qui sont en charge de faire l'entretien sont là pour ça. Il faut bien justifier leur salaire. Vous voyez un peu la mentalité. Donc il faut aller dans l'incivisme au prétexte qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Donc cette mentalité, je ne parle pas d'uriner sur la voie publique, n'est-ce pas, qui devient chose élémentaire, même au vu au-dessus de tout le monde, et que ça ne dérange personne. Non, c'est très grave. Il faudrait donc que les citoyens comprennent que dans la construction de l'édifice salubre que nous souhaitons pour nos villes, ils ont leur contribution à jouer, et ça commence par le civisme et la responsabilité. Voilà. Docteur Koucho, vous qui connaissez un peu certaines capitales africaines, est-ce que on peut s'attendre à voir Yaoundé ou bien Douala ressembler des villes comme Kigali et autres, Abidjan, Dakar, bon, peut-être Johannesburg, vous qui avez fait ces coins-là, pourquoi ça marche là-bas? Mais écoutez, j'allais autour. Je pense que c'est un problème qui peut être très bien résolu. Déjà, concernant le cas du Cameroun, il y a des recherches qui sont faites qui montrent très clairement que, par exemple, au Cameroun, entre 15 et 40% des ordures sont collectées. C'est-à-dire qu'entre 60 et 85% des ordures restent dans le quartier ou ne sont pas collectées. Et sur les 15 à 40% des ordures qui sont collectées, 80% se retrouvent dans des points de dépôt qui ne sont pas appropriés, c'est-à-dire ouverts, tu vois, et qui sont comme ça mauvais pour l'environnement et aussi un danger pour la santé. Donc seulement 20% des ordures collectées finissent dans des dépôts ou dans des lieux de dépôt appropriés. Du coup, vous vous rendez compte que il y a, selon les recherches qui sont faites par les chercheurs camerounais, seulement 0,4% de nos ordures sont recyclées. Donc, il y a 20% des ordures collectées qui finissent dans des dépôts appropriés, 80% dans des dépôts qui ne sont pas appropriés et 0,4% seulement qui sont recyclés. Donc, la solution s'avère évidente, c'est-à-dire qu'il faut augmenter notre capacité de recyclage. Maintenant, les recherches montrent que, pour le cas de Yaoundé, les recherches qui ont été faites montrent que la population de Yaoundé même, en soi, il y a 70% d'entre eux qui indiquent qu'ils n'ont pas de problème de faire les tri. Parce que il y a au moins 23 compagnies au Cameroun qui font dans le recyclage, en dehors d'Isaka. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ces compagnies-là préfèrent aller collecter les ordures chez les entreprises et non chez les individus dans les quartiers. En partie, la recherche montre, pour le cas de Yaoundé... S'il te plaît, docteur, s'il te plaît, une minute. Il faut faire la différence entre les déchets solides ménagers et les déchets industriels solides. J'en viens. Parce que ce qu'on prend dans les entreprises sont les déchets ferreux ou non ferreux, qui ne posent aucun problème. Parce que je travaille sur ce sujet depuis au moins 10 ans. Donc restons dans les ordures ménagères. Et la recherche montre, pour le cas de Yaoundé, qui a été fait, montre que les 23 entreprises qui ont été... on a fait le sondage, montrent que, indique que, en partie, c'est parce que dans les entreprises, ils font les tri. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'ils disent, quand les Camerounais vont jeter dans les quartiers ou dans les bacs ordures, ils mélangent tout. Et les ordures recyclables sont contaminées comme ça avec les ordures humides, là, les ordures de cuisine. Et du coup, ça fait que ça gâte la matière première, les ordures qu'ils peuvent recycler. Et c'est pour ça qu'ils vont vers les entreprises. Parce que pour eux, les entreprises sont un peu plus... Ils font le tri. Donc du coup, ça fait que si on peut déjà faire le tri à la source, c'est-à-dire que si on peut encourager les Camerounais qui vont jeter les ordures, s'ils peuvent déjà mettre les plastiques de côté et les autres à côté, ça peut déjà aider. Ça va inciter ces entreprises-là à venir les collecter. Sinon, ils ne vont pas venir parce qu'ils vont dire que ça va contaminer les ordures recyclables. Ça, c'est un. Deux, il y a aussi qu'à Yaoundé, les entreprises aussi ont les problèmes de route.
Parce que les endroits de dépôt des ordures, du cas de Yaoundé, si vous avez remarqué, c'est hors de Yaoundé, je crois, c'est... Voilà, c'est environ... Voilà, c'est 5 hectares, je crois. Donc, le Cameroun, c'est 475 000 km². Donc, c'est un grand pays. Et si il faut trouver un lieu de décharge approprié, il faut déjà que la route soit bonne. Donc, il y a aussi que construire des bonnes routes peut aider dans ce problème. Il y a déjà que le carburant, il faut que ce soit moins cher. Donc, avoir une deuxième raffinerie où le carburant est moins cher pour résoudre ce problème. Et pour les entreprises de recyclage, pour encourager les jeunes à se lancer dans ce business, il faudrait déjà l'électricité disponible. Donc, il y a aussi un problème d'énergie. Donc, vous voyez qu'à la racine, il y a les problèmes de route, d'énergie électrique, de carburant, qui fait que ça peut faciliter aussi ce secteur d'activité-là en termes de trouver un endroit dans le territoire national qui peut être un dépôt approprié pour pouvoir facilement aller faire les dépôts ordures là-bas au lieu de laisser ça dans des endroits comme ça qui contaminent l'environnement et qui peut être des sources de maladies. Donc, en plus de ça aussi, on peut étendre le problème un peu plus et aller plus au fond, qui est un problème d'éducation. C'est-à-dire, au Cameroun, on a un système d'éducation qui est fait que on va à l'école, école primaire 6 ans, école secondaire 6 ans, après l'université peut-être 3 ou 5 ans. À la fin, nos enfants sortent et ils sont à la maison. L'éducation, c'est quoi? C'est que le pays regarde les problèmes dans la société et dans l'environnement, dans l'économie, et on construit les programmes scolaires en vue de préparer nos jeunes à résoudre ces problèmes dans notre société, comme les ordures, comme le manque d'électricité, comme le manque de route, comme le manque d'industrie de transformation des nourritures. Donc, mais si maintenant nos jeunes finissent l'école, et après 10 ans, 20 ans, une génération de jeunes, on a tous nos problèmes, ça veut dire que notre système éducatif au Cameroun n'est pas bon. Donc, il faut rechanger le système éducatif et partir de nos problèmes. Et quand un enfant finit l'école primaire, il a 6 ans appris à résoudre un problème dans notre société. Et si on le fait, vous allez remarquer que, par exemple, les ordures, comme j'ai discuté tantôt ici, sur votre plateau, les ordures plastiques peuvent être prises pour le carburant. Donc, si vous avez la technologie et l'électricité, moins cher au Cameroun, les jeunes Camerounais, j'en connais un groupe de jeunes 6 Camerounais qui travaillent dessus, ils prennent du plastique et en moins d'1 minute, la machine vous produit du carburant, déjà utilisable par les voitures. Donc, un jeune peut faire, c'est commencer à vendre son carburant à côté au goudron le plus proche. Donc, le deuxième, les ordures peuvent être utilisées pour produire du gaz. Et les ordures peuvent être utilisées pour produire de l'électricité. Maintenant, pour le faire, il faut la technologie. Et en plus de la technologie, il nous faut l'énergie, l'électricité. Donc, vous voyez, et il faut qu'on forme nos jeunes dans la compétence à l'école pour pouvoir résoudre le problème. Si vous voyez dans les universités, par exemple, américaines ou dans les pays développés, les pays qui veulent se développer, 40% des jeunes qui sortent, ils ont les compétences à résoudre les problèmes. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent résoudre les problèmes. Nos jeunes, quand ils sortent, ils voient les problèmes. S'ils ne veulent pas les résoudre, ce n'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas les compétences. Pourquoi? Parce que s'ils avaient les compétences de le résoudre, ils devaient le faire. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient gagner de l'argent. Vous voyez? Avoir une machine qui permet de transformer les plastiques qu'on jette partout là-dehors en carburant, ça ferait que ces jeunes viendront toquer vos portes. 1 kilo d'ordures, c'est combien? Ils payent parce qu'il a besoin de ça pour transformer et vendre le carburant directement. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'à l'école, on ne forme pas nos jeunes pour pouvoir le faire. Ces jeunes dont je vous parle, c'est à leur propre compétence, avec YouTube, qu'ils apprennent cette technique-là. Dans notre système éducatif, on ne prépare pas les jeunes à résoudre nos problèmes. Donc, il faudrait revoir tout notre système éducatif. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi en 2025, le coding, c'est-à-dire apprendre un langage informatique à nos enfants à l'école primaire, normalement on commence à apprendre ça à 3 ans, n'est pas intégré dans notre programme scolaire au Cameroun de façon automatique. C'est-à-dire tous nos enfants à partir de 3 ans doivent apprendre un langage informatique, comme tu as appris une nouvelle langue, le français, l'anglais, l'allemand, on doit apprendre un langage informatique comme Python par exemple. 3 ans. À partir de 3 ans qu'on commence, n'est-ce pas? Et comme ça, à 6 ans, quand l'enfant finit l'école primaire, l'enfant est fluent et peut parler facilement le langage informatique. Et utiliser l'ordinateur, communiquer avec l'ordinateur, que développer une application qui permet peut-être de gérer tel genre de problème. Donc, en plus de ça, il faut aussi que nos universités, par exemple, ont beaucoup de formations en mathématiques appliquées, spécialisation, optimisation. Parce que si vous voyez, Douala, par exemple, 60% du produit intérieur brut du Cameroun, la majorité des entreprises veulent maximiser le profit, réduire leurs coûts. Ils ont besoin des Camerounais qui peuvent leur dire comment optimiser, maximiser le profit, réduire le coût. Mais quand vous regardez nos programmes universitaires, très peu d'étudiants font les mathématiques appliquées.
Pourtant, ça doit être au programme de presque tous les étudiants des universités, soit les mathématiques appliquées, option optimisation ou une autre option, soit l'intelligence artificielle. Donc, le point que je veux dire, c'est pourquoi? C'est parce que quand vous regardez les problèmes de notre société, ce sont les compétences comme les mathématiques, comme les compétences comme tout ça qui permet de résoudre nos problèmes. Et dis à nos enfants à partir de 3 ans qu'au Cameroun, il y a tel genre de problème. Maintenant, ton programme, là, à partir de la CIL, on te forme déjà, tu prends ta fille, on te forme déjà à résoudre un problème. Quand l'enfant a 12 ans, 15 ans, il commence à résoudre des problèmes. Et si on le fait pas, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est aussi que ce n'est pas seulement l'État. Voilà, l'État, avec les moyens et la bonne gouvernance, je ne dis pas non, voilà, on pourrait avoir suffisamment d'argent pour créer des grandes industries. Par exemple, je sais que à côté de Yaoundé, ils sont en train de recycler déjà pour les plastiques. Ils veulent aussi déjà recycler pour transformer en gaz. Ils veulent aussi recycler pour transformer en électricité. Ce qui est encourageant. Donc, avec un bon budget et la bonne gouvernance, voilà, on peut construire ces genres d'usines avec l'énergie électrique ou une centrale qui permet de fournir cette usine pour qu'on puisse produire le gaz avec ça. En attendant, le secteur privé aussi peut mettre la main pour résoudre ces problèmes. Conseiller, les ordures, on sait, hein, ont une autre vie, on va le dire comme ça, mais ça ne semble pas trop préoccupé. Non, en réalité, Les ordures ménagères. comme je vous l'ai dit, le décret du Premier ministre est clair. Oui. Chaque commune doit élaborer un plan de gestion des ordures. C'est là-dedans qu'on va créer des équipes de sensibilisation qui vont aller dans les écoles pour apprendre aux enfants à faire le tri des ordures. C'est là-dedans qu'on va envoyer les gens dans les quartiers pour aller sensibiliser, pour montrer comment est-ce qu'on peut faire le tri. Je crois que dans le cadre de la 3e, il y a les plastiques noirs, les plastiques bleus, les plastiques blancs. C'est-à-dire que... Jaune. Voilà. Donc, maintenant, c'est une question de moyens. C'est pour cela que je dis que tous les problèmes que nous évoquons ici ont été évoqués et c'est eux qui ont justifié le décret de 2019. Lorsque vous voyez l'exposé des motifs, on explique justement que pour qu'on n'ait plus ce genre de problème, pour que nos villes soient propres, il faudrait qu'on crée une taxe qui va nous permettre d'avoir de l'argent liquide, qui va être géré par les CTD directement, parce que c'est elles qui sont en contact avec les populations. Je voudrais dire à M. Mpele que dans le domaine de la gestion des ordures, de l'enlèvement des ordures, ce domaine a été libéralisé depuis. La concurrence est libre. Si on continue à donner à une entreprise, c'est parce qu'on ne sait pas le faire autrement. Mais dans la ville de Douala, par exemple, il y a plus d'une entreprise qui se charge de l'enlèvement des ordures. Et même au niveau des CTD, il y a déjà des capacités qui permettent d'enlever les ordures et de les gérer. Il y a par exemple, au niveau de Douala 3e, la fabrication des pavés à base de plastique qu'on a récupéré. Mais maintenant, si ça ne prospère pas, c'est parce qu'à un moment donné, il manque des sous pour continuer à former les jeunes, à exercer ce nouveau métier, pour continuer à acheter ces ordures, parce qu'il faut acheter les déchets plastiques auprès de ceux qui vont faire la collecte sur le terrain pour pouvoir fabriquer les pavés. Et comme je le disais, ça a été pensé, sauf que au niveau de l'implémentation, il y a des gens qui freinent des 4 fers et ne veulent pas que les choses se passent autrement. Donc, nos ordures, tout ce qu'il dit, c'est bien. Et les gens y pensent. Et c'est dans les CTD qu'on a la possibilité de recruter tous les techniciens. Monsieur Yim devrait être utilisé dans des mairies avec des projets bien précis pour la gestion des ordures. Et je vous dis encore que quand vous allez voir dans l'exposé des motifs, tout cela a été pensé. Parce qu'on fait toujours dans notre pays comme si les problèmes sont nouveaux. Les problèmes ne sont pas nouveaux. Et les gens ont pensé à un moment donné résoudre des problèmes. Malheureusement, au niveau de l'implémentation et de l'application, ça pose problème. C'est pour cela qu'on va donc interroger la gouvernance dans notre pays. Comment ça se fait qu'on mette sur pied une loi pour résoudre un problème et qu'on puisse même collecter les sous et au moment où on doit déployer cet argent sur le terrain pour résoudre le problème pour lequel l'argent a été collecté, qu'on ne puisse pas
avoir cet argent disponible? C'est la question que nous devons poser. Que font les droits d'assises dans les caisses du FECOM? Est-ce que c'est redistribué dans les communes? Oui, oui. Et que font les communes pour que les ordures continuent à nous embêter comme c'est le cas aujourd'hui? Mais je dis que lors de la dernière session à Douala Troisième, on a entendu les responsables de la mairie de la ville se plaindre du problème de financement, des financements qui n'arrivaient pas à temps et pas suffisamment. Mais seulement, ils s'engageaient quand même et ils engageaient les mairies d'arrondissement à commencer à faire la précollecte parce que les venant en soutien avec ces financements-là. Okay. Mais on se rend bien compte que on n'a toujours pas décollé. Ok, Didier Nicole. Oui, je voulais dire à monsieur le conseiller que il y a les moyens financiers, bien sûr, humains, même matériels. Bien sûr. Moi, j'étais à un séminaire organisé par une ONG allemande sur la chimie verte à Yaoundé. Je salue comme ça tous les professeurs d'université qui étaient. J'étais le seul qui ne soit pas être un professeur d'université. J'ai rencontré un professeur d'université qui m'a présenté les travaux d'une jeune fille de Master 2 qui produit du diesel à partir des déchets plastiques. Et ce n'est pas la première fois. J'en ai vu tant, même ici à Douala. Moi, j'ai été à l'Institut universitaire de technologie de Douala. J'ai vu des étudiants bien encadrés par des professeurs, des enseignants, qui produisent du biogaz à partir des déchets putrescibles, ce qu'on appelle les biodéchets. Le problème se situe où, monsieur le conseiller municipal? Il n'y a pas la volonté politique. C'est un choix. Le problème, c'est que ceux de Yaoundé qui gagnent de façon gloutonne dans le traitement villageois, parce que ce qui se passe aujourd'hui, l'option qui est là aujourd'hui, c'est une option rurale. Parce que pour traiter les déchets, le départ, c'est d'abord la maîtrise des données démographiques. Il y a 4 ans, nous avons fait des études de caractérisation des déchets à Douala. Ici à Douala. Dans tout ce qu'on appelle les décharges sauvages, on a à peu près les déchets les plus dominants sont les déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, la consommation est jetable. Dominant, pas que les plus... C'est le plastique. Et dedans, vous avez à peu près 75% des déchets putrescibles. C'est des déchets qu'on peut transformer en compost. Et même dans le monde entier aujourd'hui, la meilleure façon de traiter les ordures ménagères, c'est le compostage. Que ce soit en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à travers la méthanisation, que ce soit en termes de restauration de sol, c'est le compostage. Tous les experts du monde vous diront que c'est le compostage. Le problème, c'est le choix. Ceux qui sont là ne veulent pas sortir d'une option qui ne marche pas. Je prends le cas de la ville de Douala. Le maire de la ville lui-même a dit dans une radio que Douala, c'est à peu près 4 500 000 habitants. Or, les chiffres officiels nous disent que Douala, c'est moins de 2 millions. Des études que nous avions faites, chaque habitant, Douala Yaoundé, produit en moins 1,2 kg d'ordures ménagères. Nous sommes à peu près à 4 000 tonnes d'ordures ménagères. Moi, je parle des ordures ménagères. Hein. Moi, je mélange pas. 4 000 tonnes jour. Ça veut dire quoi? Et c'est connu. Le taux d'enlèvement de Isaacan, en temps normal, ne dépasse pas 40%. Ça veut dire que si Isaac en prend 40%, il y a 60% qui sont abandonnés dans la nature. Soit dans les rigoles, soit brûlés, alors que le brûlage est interdit avec tout ce qu'il y a comme conséquences sanitaires. En temps de crise, chaque fois qu'il y a les crises, ça chute à 12%. Vous ne pouvez pas garder une option qui ne fonctionne pas et vous plaindre. Si je vous parlais des déchets maintenant industriels, contenus dans, je crois, industriel, qui est de la compétence, dont la gestion est de la compétence des communautés urbaines, pourquoi ça ne pose pas problème? Vous ne pouvez pas trouver une batterie usée dans la poubelle, vous ne pouvez pas trouver un morceau de fer dans la poubelle, vous ne pouvez pas trouver un morceau d'aluminium dans la poubelle, parce qu'en bout de chaîne, il y a des recycleurs. Et parmi les gros recycleurs, qui tournent à moins 100 milliards de francs, chaque recycleur, je peux les citer, c'est au moins 100 milliards de chiffres d'affaires par an. Parce qu'en bout de chaîne, il y a vraiment ce qu'on appelle
économie circulaire. Le fer à béton, 3 quarts de fer à béton vendus sur le marché camerounais aujourd'hui provient de ces recycleurs. Si l'État, un temps soit peu, appliquait ces concepts à lui, l'économie circulaire, on en parle depuis 2016, moi j'étais là-bas, 2016, qui a été organisé à Yaoundé sous les auspices du chef de l'État. Et moi j'ai fait au moins 3, comment vous appelez ça? J'ai été dans 3 sessions pendant ces journées-là, des ateliers s'il te plaît, merci. Mais le problème des ordures ménagères, la problématique a été posée. Et évidemment, on était dans le recyclage. 2016. Ok. Quand j'apprends que le Premier ministre a remis les mains pour diagnostiquer, ça me fait problème. Pourquoi ne pas sortir de cette option, rentrer directement dans la valorisation? Si le cas des déchets industriels ne pose pas de problème, l'État pouvait, en utilisant même ce qu'on appelle l'import substitution. Nous sommes à peu près 300 milliards de francs CFA d'importation de fertilisants chimiques. Avec tout ce qu'il y a comme risque, soit sur le sol, soit sur les nappes phréatiques, de fertilisants. Si l'État pouvait aller là-dedans, même dans l'enlèvement de prendre 15% pour la fabrication du compost, on en sait Voilà, pas. merci Didier Imko. On va revenir après le journal de Uringono Mana qui est déjà là, madame, monsieur. Et juste après, donc, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.